Bienvenue dans la deuxième partie du 7-9. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le journal. Voici les titres. Nous reviendrons pour commencer sur le discours du souverain à l'occasion du 61e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Un discours venu notamment rassurer sur le potentiel du Maroc et la capacité des Marocains à relever les défis à venir. Les détails à suivre dans ce journal. À la une également, cette nouvelle nuit de violence à Gaza entre Israël et le Hamas. Il n'est donc plus question de cesser le feu. On compte désormais plus de 2000 victimes palestiniennes. Le Hamas menace désormais d'attaquer l'aéroport de Tel Aviv. Et puis enfin, nous parlerons du bourreau de James Foley, ce journaliste américain assassiné par l'État islamique. Il s'agirait d'un ressortissant britannique. Barack Obama, de son côté, a exhorté le monde à éradiquer le cancer de l'État islamique. Et donc pour commencer, on revient d'abord sur le discours du souverain à l'occasion du 61e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Je vous le disais, un discours qui est venu notamment rassurer sur le potentiel de notre pays et sur la capacité des Marocains à relever les défis à venir. Retour sur le discours royal avec Amina Ben Khalaq. Le roi Mohamed VI a tenu un discours fédérateur. L'occasion est spéciale, le 61e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Le souverain a d'abord rappelé le devoir de tous les Marocains, s'impliquer dans la défense de l'unité de la nation, mais aussi s'investir dans le processus de développement. Le roi Mohamed VI s'est demandé s'il fallait classer le Maroc parmi les pays compétitifs ou émergents. Pour le souverain, il est sûr que le royaume est un modèle en matière de capitalisation sur ses avancées. Il a pu, au cours des 15 dernières années, conforter son cheminement démocratique en se basant sur le développement intégré et durable. Le roi a cité des exemples concrets. Le plan Maroc Vert et le plan Halieutis ont valu au royaume un prix de la FAO pour avoir atteint 2 ans avant terme les objectifs du millénaire en matière de lutte contre la pauvreté et la faim. Le souverain a aussi fait référence aux pôles économiques compétitifs comme le pôle industriel Melouse à Tanger. Autre constat, cette fois sur les partenariats économiques du royaume qui ont commencé à porter leurs fruits. Des partenariats avec les pays arabes, en particulier les États du Conseil de coopération du Golfe et les pays d'Afrique subsaharienne. Il y a aussi le statut avancé qui lie le Maroc à l'Union européenne et les accords de libre-échange avec plusieurs États. Le souverain a également parlé de l'apport des entreprises du secteur privé et des établissements publics. L'Office chérifien des phosphates a prouvé toute son efficacité. Le modèle marocain de développement a atteint un niveau de maturité qui lui permet de se faire une place dans le rang des pays émergents selon le souverain. Mais les prochaines années seront décisives pour préserver les acquis et stimuler la croissance et l'investissement. Le roi Mohamed VI a parlé du retard significatif accusé par l'économie marocaine, surtout en matière de compétitivité des entreprises exportatrices. Et pour cause, l'éparpillement du tissu industriel et la concurrence du secteur informel. Une situation qui nécessite la mise en place d'entreprises puissantes. Le roi a également souligné l'importance de la bonne gouvernance. Elle est la clé de réussite de toute réforme, des réformes qu'il faut engager avec audace selon le souverain. Il a notamment fait référence au régime de retraite et de fiscalité. Le roi Mohamed VI a insisté sur le rôle de l'élément humain. Il est la vraie richesse du Maroc et l'une des composantes essentielles de son capital immatériel. Il faut quantifier et valoriser ce capital selon le souverain. Il a rappelé que le processus de développement peut, dans certains pays émergents, laisser apparaître des symptômes négatifs. Il s'illustre par des écarts entre les couches sociales, mais le roi refuse l'idée d'un Maroc à 2 vitesses. Les programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain sont là pour lutter contre les écarts sociaux. Le discours royal s'est également voulu rassurant. Le Maroc a un énorme potentiel de développement et une capacité de relever les défis.
Et puis à l'occasion de la fête de la jeunesse que l'on célèbre aujourd'hui, on parle également ce matin justement de la jeunesse marocaine et de culture également. Vous voyez dans le sujet qui suit comment ce mouvement culturel a évolué au Maroc et quelles sont les grandes manifestations artistiques devenues incontournables dans notre pays. Les détails avec Amina Ben Khalaq. Au Maroc, on ne compte plus les événements culturels. Pour les bouquineurs, le rendez-vous incontournable reste le Salon international de l'édition et du livre de Casablanca. 20 années d'existence. Sa réputation n'est plus à faire, même à l'international. Il consacre à chaque pays un espace pour promouvoir ses plus grands écrivains qui font souvent le déplacement. Le salon est aussi un espace de débat et de conférences. Le festival Mawazine n'a lui que 13 ans, pourtant son succès est énorme. Il est surtout mérité. L'association Maroc Culture a réussi à faire venir les plus grands artistes internationaux, des artistes qui ne font pas les choses à moitié. Des shows mémorables se sont tenus dans les différentes scènes de Rabat. Et pendant toutes ces années, il y en a eu pour tous les goûts musicaux. La chanson marocaine dans toutes ses couleurs a été à l'honneur. Le Maroc a aussi rendu hommage au 7e art avec des festivals organisés dans plusieurs villes. Mais le plus important reste celui de Marrakech qui existe aussi depuis 13 ans. Un festival international qui met en scène les plus grands noms du cinéma. Dans sa dernière édition, Martin Scorsese était le président du jury. Le prochain défi du Maroc est de généraliser l'accès à la culture et il est déjà sur le bon chemin. Le ministère de Mohamed Amin Sbehi a consacré près de 10 millions de dirhams au soutien de projets culturels et artistiques dans le cadre du budget 2014. Et puis sachez également qu'à l'occasion de la fête de la jeunesse, le souverain a accordé sa grâce à 310 personnes condamnées par les différents tribunaux du royaume. Direction Gaza à présent. Gaza où, je vous le disais, les hostilités ont donc repris hier soir après une trêve plusieurs fois prolongée par l'entremise de l'Égypte. Le Hamas ne compte pas baisser les bras face à l'offensive israélienne. Il projette de tirer en direction de l'aéroport international de Tel Aviv. Et pour sa part, Israël frappe avec force et menace le Hamas d'une escalade de violence. On compte désormais plus de 2049 morts palestiniens. Manal Ardali nous en dit plus. Les armes continuent de parler dans la bande de Gaza après la rupture du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a pris fin mardi soir, malgré la médiation de l'Égypte qui donnait une lueur d'espoir à des milliers de Gazaouis. Pour la reprise des négociations, le Hamas exige la levée du blocus imposé sur l'enclave palestinienne depuis 2006, alors qu'Israël se dit hostile à des pourparlers sous les bombes. Depuis le regain des violences, au moins 22 Palestiniens ont été tués et 120 blessés dans les bombardements de l'aviation israélienne. Je n'arrive pas à retrouver ma famille, ma femme et mes 2 fils. Une fille et un garçon du quartier sont encore sous les décombres. Nous n'avons pas réussi à les sauver. J'étais avec mes enfants à la maison, ils dormaient. Tout à coup, un avion F-16 a commencé à lancer des roquettes. Cela ressemblait à un tremblement de terre. À peine quelques heures, le Hamas a mis en garde les compagnies aériennes étrangères atterrissant à Tel Aviv après la tentative d'élimination de Moussa Abou Marzouk, le chef militaire du mouvement palestinien. Des tirs de roquettes en direction de l'aéroport international de Tel Aviv sont prévus. Ces attaques pourraient intervenir en représailles à la mort de l'épouse et l'enfant du chef militaire du Hamas. Pour leur part, les Nations Unies appellent au calme et à la reprise des négociations pour une trêve durable. Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur sérieuse préoccupation quant au retour des hostilités après l'arrêt du cessez-le-feu humanitaire négocié en Égypte. Ils ont appelé les parties concernées à faire en sorte que la situation ne dégénère pas et à mettre en place un cessez-le-feu immédiat. Ils ont également exprimé leurs préoccupations quant au nombre de victimes. Les membres du Conseil de sécurité soutiennent l'initiative égyptienne et pressent les 2 parties à reprendre les négociations le plus vite possible. Selon Israël, 137 roquettes ont été tirées depuis l'enclave palestinienne après la rupture de la trêve. Une trêve qui a duré 8 jours. Depuis le 8 juillet, l'État hébreu a perdu 64 soldats. C'est sa plus lourde perte depuis sa guerre contre le Liban en 2006.
Dans l'actualité également, les experts qui cherchent à identifier le bourreau cagoulé de James Foley, ce journaliste américain assassiné par l'État islamique. Il s'agit selon toute vraisemblance d'un ressortissant britannique. Le FBI, Scotland Yard et le MI5 sont mobilisés pour identifier l'assassin à l'accent anglais qui apparaît dans la vidéo de l'État islamique. Une vidéo qui, on le rappelle, montre la décapitation du journaliste. De son côté, le président américain Barack Obama a exhorté hier le monde à éradiquer le cancer de l'État islamique. Il a aussi assuré que les États-Unis, qui procèdent à des frappes aériennes dans le nord de l'Irak depuis le 8 août, n'avaient pas l'intention de s'arrêter là. Au lendemain de la diffusion de cette vidéo, les États-Unis ont par ailleurs révélé que les forces américaines avaient tenté de porter secours à des otages, une mission dangereuse et secrète qui a eu lieu plus tôt cet été. Des djihadistes auraient été tués et un Américain blessé. Le point à présent sur l'épidémie d'Ebola. On compte maintenant 1350 morts. C'est un tout dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a fait état de 106 nouveaux décès signalés dans 4 pays africains en 2 jours. Pour ce qui est des pays affectés, le Libéria enregistre le nombre le plus élevé de nouveaux décès. Le coordinateur des Nations Unies pour Ebola, le docteur David Nabarro, a annoncé qu'il se rendrait cette semaine dans la région avec notamment l'intention de mobiliser les 7500 casques bleus déployés au Libéria dans la lutte contre la maladie. Je rappelle que le 8 août dernier, l'OMS a décrété une urgence de santé publique mondiale contre cette épidémie sans précédent et recommandé des mesures d'exception dans les pays affectés par le virus. Et puis plus léger, avec un mot de sport pour terminer ce journal. Le championnat espagnol de football recommence ce week-end. L'Atlético de Madrid, champion d'Espagne, va essayer de défendre son titre, mais il devra faire face aux ambitions du Real Madrid, auréolé de sa victoire en Ligue des Champions, et du FC Barcelone également. Plus de détails tout de suite. Après un printemps marqué par le 10e sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, puis un début d'été assombri par la piteuse élimination de la Roja au Mondial, le championnat espagnol de football redémarre ce week-end. Et comme l'an dernier, il devrait être dominé par le trio Real et Atlético de Madrid et FC Barcelone. Le Real, entre la qualité de ses joueurs, l'argent, les recrutements et la stabilité, part avec un gros avantage. L'Atlético a son entraîneur, mais il a changé 6 ou 7 joueurs très importants. Et le Barça a changé d'entraîneur et ne sait pas dans quelles conditions sera Messi. Deuxième de la Liga la saison dernière, derrière l'Atlético, le Real est bien décidé à prendre sa revanche et il s'en est donné les moyens. Il s'est offert 3 révélations du mondial, l'Allemand Kroos, le gardien costaricain Navas et surtout le Colombien Rodríguez. Je crois que nous avons une meilleure équipe que l'année dernière parce que nous avons recruté 3 joueurs qui vont lui donner plus de qualité. Pour profiter de cette qualité, nous devons travailler, faire des sacrifices comme nous l'avons très bien fait l'année dernière. Champion d'Espagne en titre, mais finaliste malheureux de la Ligue des Champions, l'Atlético a renforcé son attaque avec l'arrivée du Français Griezmann, du Croate Mandzukic et du Mexicain Jiménez. Mais il a perdu plusieurs joueurs clés et notamment son buteur vedette Diego Costa, parti à Chelsea. Aujourd'hui, notre réalité, c'est de regarder en direction de Séville, de Valence, de Bilbao. Ce sont les équipes que nous essayerons de combattre pour occuper la place du classement qui donne accès à la Ligue des Champions. Le FC Barcelone, lui, veut faire oublier sa dernière saison totalement ratée. 3e au classement de la Liga, éliminé par l'Atlético en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Barça a changé d'entraîneur et Luis Enrique croit en ses joueurs. La détermination dont ils ont fait preuve à tous les entraînements, l'ambition, l'envie, ça me rend très optimiste. Je suis très content de ce que je crois qu'on va voir tout au long de la saison et j'ai beaucoup de ressources, beaucoup de possibilités. Le Barça a réalisé l'un des transferts les plus médiatiques de l'été avec l'arrivée de Luis Suarez. L'attaquant uruguayen, interdit de compétition pendant 4 mois pour avoir mordu l'Italien Chiellini pendant le mondial, pourrait faire ses débuts officiels en Espagne fin octobre lors du fameux Classico contre le Real. Et voilà pour le journal. Tout de suite, on prend la direction de la Belgique. C'est en direct de Bruxelles qu'on l'on retrouve Tariq Lahabi, notre correspondant. Bonjour Tariq. Bonjour Naïma.
Alors pour commencer, ce chiffre, 429 580, c'est très exactement le nombre de personnes d'origine marocaine qui vivent en ce moment en Belgique. Un chiffre qui a plus que doublé en l'espace de 20 ans. La moyenne d'âge, elle, est de 27 ans. Les Marocains de Belgique peuvent donc aider à alléger le vieillissement dans le pays. Tout à fait. L'Université catholique de Louvain et le Centre fédéral migration ont publié dernièrement une vaste étude démographique sur la population d'origine marocaine en Belgique. Une recherche qui révèle donc le rôle crucial joué par cette catégorie de personnes sur le vieillissement de la population belge. La population d'origine marocaine a la particularité d'être composée de jeunes, de très jeunes individus, indique un des auteurs du rapport. Et puis chiffre à l'appui, la moyenne d'âge des Marocains d'origine en Belgique tourne autour des 27 ans, vous l'avez dit, et puis la proportion de population d'origine marocaine s'élève à 6,7% pour les moins de 15 ans. Ces chiffres laissent entrevoir l'opportunité démographique qu'incarnent les personnes d'origine marocaine à l'heure où la Belgique doit affronter le défi du vieillissement de sa population. La majorité des personnes d'origine marocaine sont nées en Belgique et 80% d'entre elles possèdent la nationalité belge. Ce sont donc des personnes dont l'avenir se situe ici. Le grand nombre de personnes d'origine marocaine en âge d'avoir des enfants aussi, ainsi que les nouvelles générations déjà présentes, indiquent en tous les cas que le dynamisme démographique de cette catégorie ne cesse de se développer. En outre, on a pu observer aussi que la fécondité au sein de la population d'origine marocaine est plus importante qu'au sein de la population totale. D'où, enfin, la nécessité, selon les chercheurs, d'investir dans l'avenir de ces populations, ce qui n'est malheureusement pas le cas actuellement. Nous avons constaté qu'un milieu socio-économique équivalent d'une personne d'origine turque, par exemple, ou marocaine, a moins de chances d'améliorer sa position sociale d'une génération à l'autre qu'une personne d'origine marocaine. Les politiques doivent maintenant veiller à réduire les difficultés socio-économiques et garder bien évidemment un œil sur les questions de discrimination qui dépassent, on le sait, parfois la nationalité. Très bien, Thaler. Toute autre chose à présent, on va parler de cette fermeture pour inspection de 2 centrales nucléaires chez vous en Belgique après la découverte de micro-fissures, une fermeture qui risque finalement d'être définitive. Oui, il faut savoir que tout d'abord la fission nucléaire dans des réacteurs à des fins de production industrielle d'électricité est limitée ici dans le temps. La loi fixe une extinction graduelle sur le territoire belge d'ici 2025, mais des soucis à répétition constatés sur 2 des plus importantes centrales du pays pourraient, selon certains observateurs, accélérer le processus. 2 réacteurs nucléaires belges exploités par Electrabel, filiale de GDF Suez, pourraient rester à l'arrêt jusqu'au printemps ou ne jamais redémarrer, selon la radio-télévision publique VRT. L'autorité belge de sûreté nucléaire a ordonné la mise à l'arrêt des réacteurs de Tihange 2 et Doel 3 d'une capacité respective de 1008 et 1006 MW après la découverte de micro-fissures. Et puis relancés en mai 2013, ils ont été à nouveau arrêtés en mars dernier pour des tests supplémentaires d'inspection. Les premiers résultats de ces tests montrent que leurs parois sont toujours fortement fragilisées. Conséquence immédiate en bourse, le titre GDF Suez a accusé la plus forte baisse du CAC 40 hier. Cela fait plusieurs années qu'il y a pas mal d'incertitudes sur la situation des centrales de GDF en Belgique. La réaction en bourse est d'autant plus forte que certains espéraient un redémarrage en début d'année prochaine. C'est ce que commente en tout cas un vendeur d'actions en poste à Paris. Enfin, pour le porte-parole d'Elia, le gestionnaire du réseau électrique belge, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour la sécurité d'approvisionnement. La capacité d'importation est bonne et nous ne sommes pas dans une période de grand froid. Thaler Lahabi en direct de Bruxelles pour Média TV. Merci pour ces informations. À très bientôt, Thaler. Tout de suite, c'est la revue de presse. Elle est signée de Taoufiq El Nasseri. Restez avec nous. On revient tout de suite après.